La proposition de loi portant sur la Haute Cour de justice conforte la culture de l'impunité pour les dirigeants, en particulier le président de la République et les membres du gouvernement. Les bailleurs de fonds alloueront une aide budgétaire à hauteur de 181 milliards d'ariars pour l'année 2015. Ce financement est revu à la baisse par rapport à cette année. 6 hommes détenus à Guantanamo depuis plus d'une décennie ont été accueillis en tant que réfugiés par l'Uruguay dans une accélération des transfèrements de la prison américaine où il reste désormais 136 hommes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal et à la une de l'actualité ce jour. Fin à la culture de l'impunité. Les hauts dignitaires de l'État ne seront plus au-dessus de la loi après la mise en place de la Haute Cour de justice. La proposition de loi portant la mise en place de cette institution est actuellement entre les mains des parlementaires. D'après sa teneur, la présidence se place en tant que juge et partie. Reportage. La proposition de loi portant la mise en place de la Haute Cour de justice renferme 71 articles. D'après l'article 13, elle a pour mission de juger le président de la République et les hauts responsables de l'État pour les actes qualifiés de haute trahison. Pour le cas du chef de l'État, les électeurs inscrits dans la liste électorale peuvent porter plainte contre le président de la République. Certains points ont été mis en exergue pour la recevabilité de la plainte. Ce document doit avoir une caution morale de la signature de 580 personnalités, dont 500 maires, 50 députés et 30 sénateurs. Il doit également contenir l'énoncé des faits allégués à son encontre. Pour les plaintes déposées contre les hautes personnalités, 330 signatures de personnalités, dont 250 maires, 50 députés et 30 sénateurs sont nécessaires pour garantir sa recevabilité. Si à l'origine, la Haute Cour de justice est un rempart visant à mettre fin à la culture d'impunité, la Haute Cour de justice dans sa forme actuelle est taillée à la mesure de la présidence. En effet, ils seront juges et parties. D'après l'article 16, la plainte doit être transmise à une commission de plainte composée de 13 membres, dont 4 représentants de la présidence, 4 membres du Parlement, 2 représentants de la primature, 2 membres de la Haute Cour constitutionnelle et un représentant du ministère de la Justice. Si l'on se réfère à la constitution de cette commission, 8 sur 13 membres de cet organe émanent de l'exécutif. Et toujours dans cette page politique, le député Guiri Vranjenasu hausse le ton. Des flous tournent autour de l'affaire de Ravalomanana selon lui. Vendredi dernier, Vranjenasu James a révélé que la défaillance des radars de l'aviation civile de Madagascar n'a pas permis de détecter l'avion qui transportait l'ancien chef de l'État. C'est pourtant une plainte déposée par l'ACM qui est un des motifs de la mise en résidence surveillée de Ravalomanana et des 4 employés de l'ACM. Reportage. Aucune version officielle n'a été communiquée à ce jour sur les motifs de la mise en résidence surveillée de l'ancien chef de l'État. Si sa sécurité a été avancée le 13 octobre dernier, ce même jour, dans la soirée, le Conseil des ministres sort un arrêté l'assignant en résidence fixe. Quelques jours plus tard, le ministre de la Justice a fait savoir que Ravalomanana serait impliqué dans l'affaire des 4 employés de l'ACM. La plainte a été déboussée par l'aviation civile de Madagascar, 3 jours subreptices de l'ancien chef de l'État. Le directeur général de l'ACM a donné une autre version vendredi. Il révèle que la défaillance des radars de l'ACM n'a pas permis de détecter l'avion transportant Ravalomanana. La déclaration chamboule l'affaire. Ils sont donc les vrais coupables. Quel dossier en béton motive la mise en résidence fixe de Ravalomanana? Des flous tournent autour de cette affaire. En raison du mutisme de la mouvance Ravalomanana depuis plus d'1 mois, des bruits ont couru que des négociations ont été entamées secrètement. Vendredi dernier, l'ex-première dame Lalor Ravalomanana lance un appel
pour la reprise du dialogue entre les protagonistes. Une pétition a été également lancée pour la libération de l'ancien chef de l'État. Les bailleurs de fonds alloueront une aide budgétaire à hauteur de 181 milliards d'ariars pour l'année 2015. Ce financement est revu à la baisse par rapport à cette année. Pour l'Union européenne, le déblocage du 11e FED attend la sortie du Plan national de développement prévu pour la fin de ce mois d'octobre. Ce document n'a pas encore vu le jour. Reportage. Les visites officielles du président Razon Armapian se sont soldées par le retour de financement, d'après les informations véhiculées par Ambuitsruich. L'on a omis de préciser que la majorité de ces financements sont des prêts projets, plus précisément des sommes remboursables. Pour 2015, les partenaires techniques et financiers de Madagascar a octroyé 409,5 milliards d'ariars dans le volet prêts projets. Les aides budgétaires, en d'autres termes, la somme qui renfloue la caisse de l'État, sont revues à la baisse. Il n'est plus que 181 milliards d'ariars pour 2015, soit une différence de 76,3 milliards d'ariars par rapport à cette année. Ces financements restent sur papier. Les promesses de financement pour 2014 n'ont même pas été débloquées à ce jour. C'est le cas des financements de 75 millions de dollars émanant de la Banque mondiale et les 47 millions de dollars de la FMI. Pour le cas de l'Union européenne, le déblocage du financement prévu dans le 11e FED attend la sortie du Plan national de développement. Sur les aides budgétaires, il a été conclu lors de la signature de convention de financement du 25 novembre dernier l'octroi d'un financement de 249,6 milliards d'ariars. Le déblocage se fera en 2 tranches, près de 208 milliards d'ariars cette année et le reste en 2015. Madagascar risque de perdre sa place de 2e producteur mondial de girofles. À seulement 2 mois après l'ouverture de la campagne, les opérateurs prévoient jusqu'à moins de 2000 tonnes de manque à gagner par rapport à l'exportation 2013. Des améliorations de la qualité du produit s'imposent et c'est un reportage de Olive Anchignal. Le coût total des girofles produits par Madagascar atteint annuellement 252 millions d'ariars, avec un prix au kilo variant de 20 000 à 21 000 ariars. Chaque année, la production touche la barre de 12 000 tonnes, ce qui a valu au pays son rang de 2e producteur mondial de girofles, après l'Indonésie qui en produit 50 000 tonnes annuelles. Selon Sidonie Rahar-Malal, députée élue à Mananar, la qualité du girofle malgache se détériore année par année, année après année. Certains producteurs malveillants mouillent les clous de girofle ou les mélangent avec des clous ou du sable pour qu'ils soient plus lourds pendant le pesage. La campagne 2014 a débuté le 25 octobre dernier. Le ministère du Commerce redoute que la production plafonne à 10 000 tonnes cette année. Le ministère de tutelle s'attelle à l'amélioration de la qualité de ce produit de rente par de nouvelles stratégies. Que nos produits puissent être acceptés et acceptés donc par les importateurs et qu'ils augmentent les importations faites à Madagascar. Pour cela, nous avons mis en place donc des procédures de vérification de la qualité et tous les exportateurs doivent avoir un certificat d'exportation, d'autorisation d'exportation avant d'exporter. Donc il y a une liste d'exportateurs autorisés. Nous avons fait des vérifications également avec que les exportateurs qui sont à jour dans leur rapatriement de devises également sont uniquement les seuls qui puissent être autorisés. Nous vérifions également la valeur de montant de facture parce qu'il y en a qui font de la sous-facturation. Actuellement, le groupement des exportateurs de girofles de Madagascar regroupe 65 entreprises. Ce sont les producteurs et non les exportateurs eux-mêmes qui sont les sources de ce problème de qualité. Et les clous de girofle ne sont pas d'ailleurs les seules victimes. La filière huile essentielle l'est également. Leur concentration, moins dense que la normale, laisse à désirer. Le problème d'alimentation en électricité persiste. Ni les problèmes maintenance, ni les problèmes d'approvisionnement en carburant, ni les problèmes financiers ne sont encore résolus. La transparence de la gestion au sein de cette société d'État continue de laisser
à désirer. Lily Rabiad. Que se passe-t-il réellement au sein de la Djirama? Carburant, maintenance ou argent, les raisons avancées comme à l'origine du délestage changent à chaque déclaration. Le remplacement des ministres et du président du conseil d'administration sont réputés résoudre les problèmes, mais jusqu'ici, le pays s'enlise dans le désastre énergétique. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a annoncé que la solution réside dans l'achat de nouvelles machines. De son côté, l'économiste Hugh Johnson assure que pour éviter les problèmes, la procédure d'achat devra comporter un appel d'offres en bonne et due forme. Actuellement, la population entière a fini par s'habituer aux coupures d'électricité. Pour le cas de Diego, 10,5 mégawatts sont nécessaires pour approvisionner toute la ville. La Djirama n'en peut honorer que 0,5 mégawatts. La vétusté des machines en est la principale cause. Mais la dette de la Djirama envers les compagnies pétrolières pèse également lourd pour ses finances. Une gestion transparente dans tous les aspects est de rigueur. Le bureau du doyen de la faculté de médecine de l'université d'Antananarive a été la cible d'incendie ce matin vers 1h. Il s'agit d'un acte de vandalisme selon les responsables de cette faculté. La sécurisation de cette zone doit être renforcée selon les forces de l'ordre. Reportage. La faculté de médecine a subi une seconde tentative d'incendie cette année, après celle du 2 novembre dernier. De ce fait, les responsables de la faculté condamnent cet acte et demandent la sanction des criminels. Pour eux, il s'agit d'un acte de terrorisme envers les enseignants et visant à troubler l'ordre public. Les agents de sécurité de l'université d'Antananarive comptent actuellement autour de la quarantaine de membres, ce qui ne sera pas suffisant pour assurer la sécurité des lieux. Une enquête est déjà en cours. Dans l'actualité également, Gérard Rakoutounirin a gagné 391 voix et Hervé Rakoudzanan 145. 558 sur 1203 journalistes ont voté samedi dernier lors du deuxième tour de l'élection du président de l'Ordre des journalistes. Les réactions divergent sur ce résultat provisoire. Nazour Gaëtan. De lourdes tâches attendent l'Ordre des journalistes. Il aura à mettre en place une nouvelle structure pour redresser la situation après 7 ans d'absence. Mais la nouvelle équipe sera d'abord confrontée au problème de sa légitimité. Mais cette légitimité, devant le nombre des journalistes qui se sont manifestés lors du deuxième tour samedi dernier, sera difficile à obtenir. Un avenir de turbulence attend la nouvelle équipe de l'Ordre des journalistes. Les avis sont mitigés. Francis Rassomar explique que quel que soit le résultat, l'existence d'un ordre est le plus important. Le métier a besoin d'une structure le balisant. Après la proclamation officielle des résultats, les membres élus prendront leur service. Mais les journalistes qui ont dénigré la procédure et l'organisation de cette élection ont soutenu qu'ils vont faire une déclaration après la proclamation des résultats ce 12 décembre. Fanjakut Njazak explique d'ailleurs que le code de communication permet de dissoudre l'ordre si celui-ci n'obtient pas la légitimité devant les journalistes. Quel avenir peut-on donc espérer pour l'OJM? Celui-ci n'a pas encore éclos, qu'il est déjà fustigé de toutes parts. Et nous passons aux actualités internationales. 6 hommes, 4 Syriens, un Palestinien et un Tunisien avaient tous reçu une approbation pour transfèrement des autorités américaines. Ils ont quitté la base américaine de Guantanamo et au total, 19 détenus ont ainsi été rapatriés ou renvoyés dans un pays tierce depuis le début de l'année dans un effort de l'administration de Barack Obama d'accélérer les libérations pour vider la prison controversée et à terme la fermer, comme l'a promis à plusieurs reprises le président depuis sa première élection en 2008. C'est un reportage de France 24. 4 Syriens, un Palestinien et un Tunisien. Les détenus sont arrivés ce dimanche dans leur nouveau pays d'accueil, l'Uruguay. Dans la nuit, à bord d'un avion de l'US Air Force, les prisonniers quittent la prison de Guantanamo, direction l'hôpital militaire de Montevideo.
Les États-Unis tiennent à remercier le gouvernement uruguayen pour ses efforts afin d'aider le gouvernement américain à fermer le camp de Guantanamo. Les 6 hommes faisaient partie des premiers détenus de Guantanamo. Une fois sur son sol, le président uruguayen José Mujica a promis leur libération immédiate. En acceptant ces réfugiés, je ne pense pas que notre sécurité nationale sera compromise. Pepe a tendu la main à ces réfugiés afin de leur donner une place, car les États-Unis les jettent en prison puis les oublient. Objectif du gouvernement américain, accélérer les transferts de prisonniers. Plus d'une dizaine d'entre eux ont déjà été libérés depuis le début de l'année. 136 prisonniers sont encore derrière les barreaux. Fermer Guantanamo avant la fin de son mandat en 2017, c'est l'une des promesses de campagne de Barack Obama. Un projet jugé irréaliste selon le commandant de la prison. Agupit a frappé hier le centre des Philippines. Plusieurs centaines de milliers de Philippins ont commencé à regagner aujourd'hui les zones du centre de l'archipel, évacués par précaution avant le passage ce week-end du typhon Agupit, rétrogradé ce lundi en tempête. France 24. Les secours ont pu enfin décoller pour constater l'étendue des dégâts à l'est de l'archipel. De l'eau à perte de vue. Face à Agupit, les habitants ont été priés de se réfugier dans des églises, des écoles et des gymnases. Plus d'1 million de Philippins ont été déplacés. Nous sommes saufs et en sécurité ici. Si nous étions restés près des côtes, nous aurions été emportés par l'eau. Difficile pour l'instant de chiffrer les dégâts matériels causés par Agupit. Les autorités se sont préparées au pire dans un pays encore marqué par le souvenir du passage dévastateur du typhon Haiyan il y a un an, qui avait fait plus de 7000 morts. Nous envoyons des alertes à nos compatriotes, en particulier à ceux qui se trouvent dans les zones menacées par les inondations. Et s'ils le peuvent, nous leur demandons de quitter ces zones. Le typhon perd progressivement de son intensité au fur et à mesure de son passage sur les Philippines qu'il traverse d'est en ouest. Il a été rétrogradé en tempête tropicale et se dirige vers le bout de l'île principale de l'archipel qui abrite la capitale et ses 12 millions d'habitants. Les autorités craignent désormais surtout les inondations. C'est le moment du rappel et des grands points développés dans ce journal. Fin à la culture de l'impunité. Les hauts dignitaires de l'État ne seront plus au-dessus de la loi. Après la mise en place de la Haute Cour de justice, d'après sa teneur, la présidence se place en tant que juge et partie. Les bailleurs de fonds aussi alloueront une aide budgétaire à hauteur de 181 milliards d'ariars pour l'année 2015. Ce financement est revu à la baisse par rapport à cette année. Et enfin, le bureau du doyen de la faculté de médecine de l'université d'Antananarivo a été la cible d'incendie ce matin vers 1h. Il s'agit d'un acte de vandalisme selon les responsables de cette faculté. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur notre site tv.cool.mg. Mais avant tout cela, ne ratez pas l'émission Kerols et votre série Perception après ce journal, suivi toujours de 2 films, Mr. Cool et The Babadook. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve donc demain, toujours à partir de 20h45. Excellente soirée à tous. Au revoir.